Et en fait, ce qui tue Cityscoot, c'est le télétravail. Je sors pas de l'affaire à poil, je sors de l'affaire endettée. Le gros objectif de Cityscoot, c'était que les gens, le matin, ou à n'importe quel moment de la journée, et le soir d'ailleurs aussi, ils réservent même pas. Ça devient ancré dans leur esprit que, de toute façon, j'aurai un Cityscoot, et si c'est pas à 100 mètres, ce sera à 200 mètres. Il y a une photo même avec Hidalgo sur... Oui, bien sûr. Du coup, les gens, ils pensent que c'est un service de la mairie presque. Et c'est d'ailleurs pour ça que les gilets jaunes nous les brûlent. Ils pensent que c'est un service public. Aïe, aïe, aïe. 95% du chiffre d'affaires s'évanouit du jour au lendemain. On est bon, putain Bertrand, on y arrive enfin Ouais. à savoir. Parce que je pense que la première fois que je t'ai écrit, c'était peut-être il y a 6, 7, 8 mois. T'étais en plein tumulte Ouais. sur la fin ou pas fin de Cityscoot. Donc tu pouvais pas trop communiquer. Ou alors t'étais peut-être un peu focus sur là-dessus. Et donc du coup maintenant on y arrive enfin. Écoute, je crois que c'était il y a un an, le 6 février, jour pour jour. Je sais plus pourquoi j'ai eu un rappel l'autre jour. C'est le jour de l'audience, le tribunal qui a décidé de la liquidation. Donc, tu vois, c'était il y a un an. Et je pense que j'ai pas voulu te parler parce que l'audience n'était pas passée. Un truc comme ça. Ouais. Aujourd'hui ça va, t'as digéré tout ça ou t'es encore un petit peu vindicatif? Ah non, je suis hyper vindicatif. Enfin, je sais pas, je suis encore très, très remonté. Je pense que les comptes n'y sont pas vraiment, en tout cas vis-à-vis de moi. Donc, je suis très remonté après les deux investisseurs qui avaient 100% de la boîte, enfin, ou quasiment 100% de la boîte, donc CDC, RATP, qui ont décidé tout d'un coup de se foutre en cessation de paiement alors que l'appel d'offres venait d'être gagné 2 mois avant, que le plan de redressement que les managers de transition qui étaient là depuis un an avaient établi, etc. Il fallait plus beaucoup d'argent. Et tout d'un coup, il y a eu cette décision irrationnelle que je comprendrai jamais. Et du coup, non, je suis toujours un peu énervé, ouais. Est-ce que tu veux bien qu'on redonne peut-être un peu de contexte pour ceux qui ont suivi de près, de loin ou pas du tout l'affaire Cityscoot, parce que on reviendra aussi sur l'aventure Cityscoot parce que c'est quand même une aventure entrepreneuriale incroyable. Moi, je te disais juste avant que je m'étais fait le kiff de réécouter le podcast que tu avais tourné avec les copains Flo et Mo de Flomodia, épisode de podcast qui dure plus de 4 heures, mais du coup qui s'écoute en plusieurs fois. Je te disais un peu à la Netflix, et où là, c'est cool parce que tu rentres vraiment dans le détail de cette aventure avec toutes les victoires, mais du coup, à chaque fois, se met d'embûches et tout ce bricolage. Et en fait, de voir qu'une aventure de ouf comme Cityscoot, en fait, pas besoin d'être polytechnicien et que tout, en fait, ne se passe pas du tout comme prévu. Et c'est en étant un peu démerdard et parfois peut-être à la limite qu'on arrive à bien faire les choses, quoi. Ouais, alors déjà, on peut jamais rien tout prévoir. Alors, je pense que des gens qui ont eu des aventures incroyables dans la construction de leur boîte, que ce soit bien terminé ou mal terminé. Enfin, je suis pas le seul, on est tous. Enfin, toutes les boîtes ont une aventure plus ou moins chaotique. Chez Cityscoot, ça s'est mal fini. Et puis c'était une boîte qui avait beaucoup de notoriété, qui bénéficiait d'un capital sympathie assez énorme. Et du coup, ça a marqué peut-être un peu plus les esprits que d'autres boîtes dont les histoires sont probablement aussi spectaculaires, aussi tristes, aussi rocambolesques. Donc, oui, il y a beaucoup de romantisme dans cette histoire, quoi. Oui, il y a du romantisme. Alors, effectivement, on ne peut jamais rien anticiper, tu vois. Et de temps en temps, quand on s'attend au pire, tu vois, on dit toujours le pire n'est jamais certain. C'est vrai. Il y a toujours pire que pire. Et il y a toujours plus incroyable que incroyable. Et tu penses que tu as franchi une étape et que là, tu vas être tranquille sur une route avec peu d'obstacles. Et en fait, il y a 2 fois plus d'obstacles qui apparaissent. Enfin, l'obstacle ultime, ça a été inattendu, ça a été le Covid pour nous. Ça a été l'obstacle un peu fatal, en fait. Voilà. Donc c'est ça, en fait. Donc là, il y a le Covid qui tombe en mars 2020. Ça fera bientôt 5 ans. D'ailleurs, ça fait bizarre de dire que c'était il y a 5 ans. Ouais, j'ai l'impression que c'est il y a une éternité, mais que c'est hier aussi, quoi, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Et donc ça, vous, c'était un peu la première étape. Je te propose qu'on le fasse un peu comme dans les premiers films de Christopher Nolan, qu'on commence par la fin et qu'après on revienne plus au début, et surtout qu'après on revienne même après, parce que je crois savoir, j'ai cru voir sur LinkedIn que tu avais des nouveaux projets en gestation. Juste pour remettre le contexte, là, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Comment une si belle histoire en fait a dû se terminer et pourquoi, quoi? Ouais, alors c'est simple. Dans le début de la fin, c'est réellement le Covid. On est le 17-18 mars, je sais plus exactement quel jour. 17. C'est l'anniversaire de ma fille et c'était le premier jour du confinement. D'accord. Mon père est mort le 18 et je me souviens, il n'est pas mort du Covid. Ouais. Donc je ne savais plus si c'était le 17 ou le 18.
le Covid, c'est le réel coup fatal. D'accord ? Il peut y avoir eu peut-être des erreurs de parcours avant, ça, mais enfin, sans le Covid, on ne serait pas là aujourd'hui en train d'en parler. Il y aurait toujours 3000 city scouts dans la rue. On aurait fait une année 2020 fracassante puisqu'elle était partie sur les chapeaux de roue. Et je pense qu'on aurait fait... c'était peut-être la première année d'EBIT positif. Maintenant, je parle EBIT, je ne dis plus EBITDA. J'aime plus EBITDA. Donc ça aurait été une preuve. Et pourtant, je préfère dire EBIT, surtout pour City Scoot, où on avait beaucoup d'amortissement. Donc tout s'arrête. 95% du chiffre d'affaires s'évanouit du jour au lendemain. On faisait 15 000 rides par jour. Tout d'un coup, on n'en fait plus que 1000. Tu vois. Ouais. Bon. Et encore, on en fait 1000 parce qu'il y a encore du personnel soignant qui se déplace, il y a des gens qui doivent se déplacer absolument, etc. Sinon, plus rien. Et en fait, si ça avait été que le Covid, tu vois, que les confinements successifs, donc ça a commencé par 2 mois de confinement, puis ensuite ça a déconfiné, on a rebattu des records à ce moment-là, on faisait 2 fois plus de rides que l'année d'avant, un peu aidé par les grèves RATP qu'il y avait eu en décembre 2019 et janvier 2020. Ça a boosté, tout d'un coup, on a eu des dizaines de milliers d'utilisateurs nouveaux. Parce que c'était les gilets jaunes juste avant le Covid. Et donc c'est Ouais, ça, il y les avait gilets les jaunes. grèves et tout. Ouais, alors les gilets jaunes, c'était plutôt 2018. Ça avait été complètement absorbé. c'est encore avant. Ouais. Ils nous avaient brûlé 150 scooters. On n'était pas très contents. Je me rappelle de cette histoire. Ouais. On les voyait à la télé brûler en direct et tout. C'était horrible. Ils s'en servaient pour les barricades et tout. Ouais, exactement. Non, bon, ça aurait jamais tué City Scoot. Mais le Covid, les confinements, ouais. Et en fait, ce qui a duré trop longtemps, c'était confinement, déconfinement, reconfinement, couvre-feu, etc. Tout ça, ça a justifié et installé dans l'esprit des gens la volonté de télétravailler. Bon. Et en fait, ce qui tue City Scoot, c'est pas vraiment les confinements. Enfin, donc c'est le Covid, parce que c'est le Covid qui a provoqué le télétravail, enfin qui a encouragé au télétravail. C'est le télétravail. Le télétravail, ça s'est installé comme une habitude de vie tout à fait agréable pour les gens, finalement, de travailler chez eux, de plus se déplacer et tout. Mais nous, comme 70% des rides qu'on faisait tous les jours, enfin, tu vois, des gens c'était du domicile-travail, travail-domicile, rendez-vous dans la journée, etc. Ben, en fait, cette perte structurelle de clientèle, c'est pas comme un confinement où on sait que le lendemain du confinement, les gens vont remonter sur leur scoot. Ils remontent plus sur leur scoot. Ils font autrement. Ils ont pris l'habitude de faire autrement. Et autant je savais que quand il y a eu le pic du télétravail, donc 2021, 2022, etc., je savais qu'au bout d'un moment... Ils sont en train de redescendre, là. Ouais. Je savais qu'au bout d'un moment, et depuis l'année dernière, c'est en train de redescendre un petit peu. Les gens retournent un petit peu dans les bureaux, ils veulent se voir. Moi-même, ma fille, qui est environment artist pour les jeux vidéo et qui a l'habitude de travailler chez elle, elle n'en pouvait plus d'être chez elle. Maintenant, elle va dans les locaux, elle va dans le studio de développement tous les jours. Ouais, c'est ça. Tu vois, mais elle est jeune pourtant. Mais tu sais que moi aussi, hein, je retourne au bureau tous les jours, alors que, comme beaucoup, c'était la première fois de ma vie au confinement que je me retrouvais chez moi. Et plus avec cette obligation un peu presque structurelle d'être le premier arrivé, le dernier parti, d'être là tous les jours. C'est vrai que c'était un kiff, mais c'est un kiff qui a duré qu'un temps, quoi. Très vite, moi, au bout de 2-3 ans, j'en pouvais plus du télétravail. Et même nous, avec les équipes, plus ça va d'année en année, on essaie d'en enlever un peu, tu vois, on en laisse un seul, quoi. Ouais, voilà. Tu vois, donc je pense que c'est vrai partout. Je savais que ce moment allait arriver. J'espérais qu'il arrive plus vite. Mais en fait, il n'est pas arrivé très vite. Et finalement, tout ça, ça a duré un peu trop longtemps pour City Scoot. Ça a duré le temps qu'il a fallu pour que non seulement on crame l'argent du Tour C, qu'on venait de terminer 4 mois avant le Covid, qu'on crame le PGE. Tu vois, tout ça, ça a duré 2 ans en fait. 1 an et demi, 2 ans, et c'était 6 mois de trop. 6 mois jusqu'à ce qu'on arrive à un moment où il n'y avait plus de trésor. Il a fallu réclamer un bridge aux investisseurs. Et là, les investisseurs ont pris pas beaucoup d'argent, il fallait, mais ça leur a donné l'occasion de prendre la main sur la boîte, mais dans des proportions démentes. Enfin, ils ont dilué tout le monde par 1000.
Hey, je te prends juste une minute pour te présenter mon nouveau partenaire que j'aime de ouf. C'est TheAssistant.com. Je te la fais courte. Il y a 6 mois, je commençais à être débordé. Je passais mes journées à jongler avec des factures, mes DM LinkedIn, réservations de train et j'en passe. Bref, tout sauf avancer sur mes vrais projets. Et là, j'ai découvert TheAssistant.com et je te promets, ma vie a véritablement changé. Dis-moi si tu te reconnais là-dedans. Tu veux tout faire toi-même parce que tu as peur de déléguer, tu as l'impression de perdre ton temps dans des tâches sans valeur et tu te demandes toujours, mais comment je vais faire pour tout gérer? Alors reste avec moi, j'ai la solution pour toi et elle s'appelle TheAssistant.com. C'est comme ton super bras droit, il gère tout pour toi, toutes les tâches qui te bouffent du temps. Tes factures, tes relances clients, ta pré-compta ou encore ton community management, la planification de tes posts, les réponses à tes DM, la recherche de prospects, le setting et même les urgences spontanées comme prendre un billet d'avion, un billet de train, réserver un resto, rechercher un prestataire ou répondre à ce mail stratégique. Tu gagnes des heures et surtout tu gagnes en sérénité. Et crois-moi, après avoir testé, tu ne reviendras jamais en arrière. En plus, tu as 30% de réduction sur ton premier mois avec le lien qui se trouve en description. Donc, tu n'as pas grand-chose à perdre, mais tout à gagner. Le lien est en description. Merci TheAssistant.com de soutenir la Chapelle Radio et bonne écoute à tous. Donc, ça veut dire que là, en fait, à ce moment-là, que les gens comprennent, la boîte a un gros problème de cash. Et donc là, dans ces moments-là, il n'y a pas 36 solutions. Il faut de l'argent frais. Ouais. Et de l'argent frais, c'est... soit les associés, soit les investisseurs, donc c'est la même chose, Ouais. en fait, doivent remettre au pot pour influer de l'argent frais dans la boîte. Et donc, du coup, qui indique que par cet argent, ils vont prendre plus de parts aussi dans la boîte. Sachant que vous étiez déjà, donc vous aviez passé la série C, plus de 80 millions, je crois, levés. J'ai Non, pas le un bon peu chiffre. moins à ce moment-là. Je pense qu'on est plutôt à 60-65. Ok. Ensuite, il y a eu de l'argent de nouveau injecté entre 2020, en 2022. Donc là, j'étais parti. Donc en tout, il y a peut-être eu 80. Quand tu dis que tu étais parti. Moi, je suis parti en fait au moment où on tombe short cash début 2022. Là, je rentre dans une période d'énormes désaccords avec mes investisseurs qui me demandent tout simplement de partir. La classique. C'est donc soit tu pars, soit on met pas d'argent et ta boîte elle coule. Donc ce chantage au dépôt de bilan, je pensais que c'était du bluff, mais j'ai pas tenu le bluff quand même parce que c'était quand même trop risqué. Mais c'était pas la première fois qu'il me faisait le coup, donc je me suis dit, ça se trouve si, en partant, là on se fait diluer que par 7 à ce moment-là parce qu'ils proposent une dilution par 7. Je me dis moi il me reste quand même encore un peu d'actions. Elles ne vaudront pas 0, mais au moins je sauve plus grand-chose, mais je sauve quelque chose. Ce que je ne savais pas, c'est que ça préparait en fait à une deuxième dilution par 150, donc 7 fois 105, fois 1000 en tout, en fait, où là, ils ont pris 99,7% de la boîte en rasant tout le monde. Voilà. Ok. Et que si j'avais su qu'il allait y avoir une deuxième lame derrière, je n'aurais pas accepté la première. Donc en fait, c'est ça. En fait, si on lit entre lignes, bon, même si c'est pas besoin de lire trop entre les lignes, c'est que en gros, ils te la mettent un peu et à la fin, en fait, si tout ce que tu as créé, tu te retrouves en fait avec zéro valeur en fait que tu peux avoir en poche, quoi. T'as jamais fait de cash out ou quoi? Non. Ok. J'ai jamais fait de cash out. J'ai même été obligé parce qu'ils m'ont mis la pression. À un moment, il y a eu un bridge en 2021. Ils m'ont dit que si je voulais qu'ils réinvestissent, il fallait que moi aussi je mette de l'argent. Moi, j'en avais pas, j'avais cash out. Donc, j'ai même emprunté de l'argent aux banques pour remettre de l'argent dans la boîte. Donc tu t'es même endetté du coup. Donc non seulement je suis je sors pas de l'affaire à poil, je sors de l'affaire endetté. Ok. Je propose même maintenant qu'on refasse quand même peut-être un point si en arrière. Parce que c'est quand même aussi intéressant d'avoir aussi... Alors, je pense qu'on va pas avoir, comme avec Flo et Mo, 3 heures pour raconter toute l'histoire. Mais en fait, comme je la trouve quand même assez rocambolesque, sympa, pas du tout linéaire, pas du tout, voilà, le mec qui sort de grande école, qui fait une première boîte, qui la foire et qui après... qui fait la fameuse grosse licorne ou quoi. Toi, c'était un peu plus semé d'embûches, moins typique, on va dire. Je trouve ça intéressant quand même qu'on revienne aussi sur comment Cityscoot est né. Écoute, c'est né. Moi j'ai quitté les marchés financiers en 2005. Ça, toi, t'es trader. Ouais. Et j'avais envie de monter ma boîte. Je suis très imprégné de l'esprit d'entrepreneuriat. Mon père était entrepreneur.
Moi, je suis d'un tempérament qui aime pas qu'on me dise ce que j'ai à faire, etc. Donc c'était, Ça se sent. ouais, pour moi, la hiérarchie, c'est un truc compliqué. Et pourtant, j'ai fait mon service militaire et j'ai adoré l'armée. J'ai failli m'engager, tu vois. Donc, donc je décide de quitter le marché financier, de monter des boîtes. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le B2C. J'aime beaucoup le B2C. Et j'aime bien le service, tu vois. Donc, je revenais d'Angleterre, il n'y avait pas de service en France. Enfin, j'étais ultra choqué par le manque de service en France. Je me suis dit, bon, alors je vais faire un truc. Alors, je voulais faire un truc pour un service d'aide à domicile pour les personnes âgées. Ça me tenait beaucoup à cœur, ça. Et puis aussi, je voulais être je me suis dit, parce que j'avais un scooter à ce moment-là, je me suis dit, tiens, je vais faire le Midas du scooter en France. Parce qu'il n'y a aucun service dans le deux roues. Le deux roues explose à Paris. Il y avait 150 000 deux roues dans Paris à l'époque. Et, je me suis dit, bon, le scoot, moi, j'y connais rien, ça ne m'intéresse pas spécialement, mais en tout cas, c'est plus fun que les personnes âgées. Bon. Donc, je monte un premier centre de service, enfin un garage, hein, pour dire les choses Mais un peu réellement. premium. Ouais, assez premium, un peu cher, mais ultra service. C'est-à-dire ouvert tout le temps, du matin au soir, enfin très tôt le matin, très tard le soir, le week-end et tout, avec scooter de prêt et tout, et puis surtout service, enfin moi tout bien, enfin, avec de la location et tout. Et puis le but c'est d'en faire plein en France. Et puis assez rapidement, il y a Autolib qui arrive dans Paris. Enfin quelques années après, il y a Autolib qui arrive dans Paris. Et là, bon, je l'ai déjà dit dans d'autres podcasts, mais pour moi, Autolib, c'est un déclic. D'ailleurs, ça a été un déclic pour pratiquement, je pense, toute la mobilité partagée en Europe. Tous les gens qui ont lancé les et peut-être même trottinettes. dans le monde. Ouais. Tu vois. Enfin, Autolib, ça, c'était en fait c'est un le pionnier scoot de la mondial, bagnole, quoi. Ouais, ouais. Ouais, alors, sauf qu'Autolib, ce que je voulais pas, c'était des stations. Donc ça m'a donné envie de faire du scooter partage. Je me suis dit, c'est trop fun de faire ça. Puis bon, j'en avais marre d'être un peu le patron d'un garage, tu vois. Donc je voulais un truc un peu plus gros. Et je me suis dit, je vais faire ça. Il y a de la tech, il y a du service, c'est du B2C. Enfin, c'est tout ce que, en fait, et puis en plus avec du hardware, donc en fait, tu as coché toutes les cases du plus difficile de l'entrepreneuriat. C'est ça. Il y a du hard, il y a du soft. Il y a de l'industrie parce qu'il fallait du consumer est quelque chose qui était très du coup en avance parce qu'aujourd'hui ça paraît évident. Bah oui, c'est sûr, tu veux quelque chose, tu l'as sur ton portable. Exactement. À l'époque ça allait pas, quoi. Ouais, alors tout reposait sur la confiance. Moi je suis un gros consommateur de services si j'ai plus confiance dans le service, je suis plus client, plus jamais, tu vois. Si on me plante une fois, enfin on peut me planter une fois mais pas deux. Donc je voulais absolument créer un service de confiance et puis un vrai service. C'est-à-dire que moi, mon ambition, c'est qu'il y ait un CityScoot tous les 100 mètres. Et 100 mètres, c'est à peu près une minute à pied, un peu plus d'une minute à pied, mais je voulais qu'il y ait un scooter tous les 100 mètres et que surtout, que ce soit un scooter disponible. Et en fait, le gros objectif de CityScoot, c'était que les gens, le matin ou à n'importe quel moment de la journée, et le soir d'ailleurs aussi, ils réservent même pas, ils se posent même pas la question. Ça devient ancré dans leur esprit que de toute façon j'aurai un CityScoot et si c'est pas à 100 mètres, ce sera à 200 mètres. Je sais que j'en aurai un parce que il y en a tout le temps. Il y en a partout, je les vois partout. Tu sais, nous on n'a pas beaucoup dépensé d'argent en marketing parce que les scooters dans la rue, on fait l'acquisition, tu vois. Et on est en quelle année à ce moment-là pour quand je commence, on est en 2000. Non, là, on est en 2013. Ok. 2013, il y a déjà Uber. C'est à peu près au même moment, Uber. Ouais, voilà. C'est ça, en fait, ce réflexe-là de, comme tu dis, je veux quelque chose, je sais qu'il est disponible rapidement. Ça, maintenant, c'est un usage qui est ancré. Mais à l'époque, c'est ça qu'on trouve en fait. Ouais, je crois que alors, à un an près, je sais pas exactement, mais je crois que mais si, c'est bon. Je crois que c'est 2012 en France Uber. Les gens iront vérifier quand même. Tapez sur Google et dites en commentaire si on se gourre, mais je pense que c'est par là. Voilà. Et donc bon, alors moi donc il faut créer un scoot de scratch. Les scouts connectés à l'époque, ça n'existe pas, tu vois. Donc faut les reconnecter, faut les rendre intelligents, faut mettre une deuxième batterie et tout. Donc on fait tout ça. Donc là, il y a beaucoup de R&D hard.
Il y a un peu d'industrialisation, puisque après, c'est à la chaîne, tu vois. Tu internalises tout, tu sous-traites non. Ah ouais, non, je sous-traite. De toute façon, moi, j'ai rien, j'ai mon garage et... Ouais. Ah, mais le proto, je crois que c'est vous qui l'avez fait. Ah non, le proto, on l'a fait. Ouais. On a même inventé une batterie C'est ça. qui était un peu spéciale, tu vois, qui se déchargeait dans l'autre et tout. Donc tout ça, on le fait, mais on sous-traite. On sous-traite avec des gens qui savent faire. Tu vois. Enfin, créer une batterie au lithium, c'est quand même pas simple. Les faisceaux, etc. Alors, par contre, il y a tous les boîtiers, faisceaux, connecteurs, tout ça, on le fait. Moi, je me souviendrai toujours de... Je vais encore les citer parce que je les adore. C'est les 3 premiers ingés de Cityscoot. Ça s'appelle Pradep, Alexis et Benjamin. Les mecs, ils sortaient de l'école, tu vois, de l'apprentissage. Putain, il y en avait un, il était dans mon bureau, tu vois, et avec ses lunettes de soudeur et tout, il faisait les PCB tout seul, tu vois. Ouais. Les cartes électroniques et tout, on les a fabriquées chez nous, enfin les prototypes qu'on a fait industrialiser après. Donc le proto, il est quelque part là, il faut le foutre dans un musée, lui, non? Tu sais où il est, ce machin ou pas? Non, je sais pas du tout. Non. Et puis il a servi. Il y avait 2 protos en fait. Il y avait le proto qui était pas visible, vraiment le squelette. Puis il y en avait un où il y avait des carrosseries par-dessus, enfin à peu près. Le Scoot numéro 2, il a existé. Je sais plus. J'avais pris en photo, j'avais fait un post avec. Le numéro 1, non, il a jamais vraiment existé, je crois. Bon, paix à son âme. Mais ils étaient même pas blancs, tu vois, ils étaient gris, avec des jantes blanches. On en avait 3 à peu près. Et le premier proto fonctionnel, c'était le Scoot numéro 2, je crois. Enfin, je sais plus, bon, peu importe. Ouais. Et donc, il a fallu tout créer. Et là, au départ, c'est un service plutôt avec... Il y a un deal qui se fait avec Indigo parce qu'on voulait mettre les scooters dans des stations, dans des parkings. Donc, je signe un gros contrat avec Indigo. Fort de ce contrat, je lève mes 400 000 premiers euros avec mon entourage proche. Puis 400 000 de plus assez rapidement. Et puis là, il y a la fameuse histoire où je sors un article dans le journal du dimanche où je dis que je vais mettre 1000 scooters avant la fin de l'année prochaine. Et ça fait un buzz fou. La mairie de Paris m'appelle, elle me dit c'est formidable. Ils ne voulaient pas faire Scoot Libre. Elle avait dit qu'elle ferait Scoot Libre Hidalgo, mais elle ne voulait pas le faire. Ouais. Donc elle m'appelle, quelqu'un d'autre m'appelle, me dit on va inaugurer votre service, c'est formidable, etc. Et en fait, Cityscoot démarre là. Oui, il y a une photo même avec Hidalgo sur. Oui, bien sûr. Donc en fait, même dans un peu dans cet effet de halo là, c'est que du coup les gens ils pensent que c'est un service de la mairie presque. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on se les fait brûler. Les gilets jaunes nous les brûlent. Ils pensent que c'est un service public. Aïe. S'ils savaient qu'il y avait un petit entrepreneur qui s'était relevé les manches pour créer ça et faire plaisir à tout le monde. Et surtout des mecs qui travaillent la nuit pour remplacer les batteries. Exactement, et tout, exactement. Des mecs qui ont des gilets jaunes toute la nuit d'ailleurs. Ouais. Exactement. Donc, écoute, bon, alors ça c'est super. Ça nous fait une pub folle parce que le pouvoir de communication et de la presse, les médias, etc. que la mairie de Paris peut déclencher, c'est dingue. Puis, grâce à ça, on lève nos premiers euros. Tour A. Alors, entre-temps, j'ai levé 2 millions en convertibles. Mais on fait un tour A ensuite avec la caisse. Finalement qui aurait été là pendant pratiquement toute l'aventure, avec la caisse et puis avec un gros business angel. Et puis ensuite c'est parti, on déploie nos 1000 scooters. Et puis voilà, la machine elle s'enclenche, on fait un tour B, on fait un tour C, on signe entre-temps en 2019 un partenariat avec Uber, on est sur l'app Uber. Ça, je me rappelais pas que vous aviez été sur l'app Uber. Ouais, on fait alors. C'est marrant, ça. Uber n'a jamais voulu développer sa propre flotte. Non, alors ils ont fait un truc avec Lime, non, avec les. Ils ont fait un truc avec Lime, ouais. Ils avaient fait un truc avec Jump. C'était des vélos, tu te rappelles? Mais je me rappelle, Jump, ils n'existent plus, non? Non. Si, non. Jump, ils n'existent plus. Non, Jump, ils n'existent plus. Ensuite, ils ont fait un partenariat avec Lime. Il y a encore ça. Hein. Je vois encore des fois des trucs Lime, Uber, je crois, des vélos électriques, non? Ouais, c'est possible, ouais. Je sais pas si Lime est sur Uber encore. Enfin, j'en sais rien. En fait, vous, limite, c'était cool d'être en partenariat avec eux parce qu'en fait, c'est vrai que l'un des risques conjoncturels que vous pouviez avoir, c'était que Uber arrive et fasse la même chose que vous et avec les fonds qu'ils avaient. Ouais, mais alors en fait, ils ont compris que déjà, c'était beaucoup plus difficile de déployer des scooters. Ils ont compris assez rapidement que des vélos ou des trottinettes. Ça demandait un savoir-faire qui était assez particulier.
Ça demandait un opérationnel terrain qui était compliqué. Ouais, qui n'est pas dans leur ADN. Ouais, du coup, pour le coup. et ouais, exactement. Il fallait mettre la main dans le cambouis. Eux, ils mettent pas la main dans le cambouis. Ouais. Donc ils ont préféré faire un partenariat. Alors, ils auraient pu acheter un concurrent. Ou ils auraient pu faire du VTC scooter. Tu sais, comme les mecs qui t'attendent, comme les taxis moto ou quoi, ou les taxis scooters. Ouais, mais ça, il y a une boîte qui a essayé de faire ça. Bon, ça marche pas, ça. Ouais, les gens sont pas prêts, ouais, je pense. Les gens Non, veulent- ça marche pas. Et puis bon, quand t'es passager, tu sais, quand t'es conducteur, enfin moi, je déteste être passager sur un scooter. Hein. Oui, c'est vrai que c'est pas hyper agréable. Ouais, non, c'est affreux. Alors sur les motos taxis, ça va, les mecs c'est des pros. Puis les motos, tu sais, elles sont super larges et tout, c'est assez confortable. Mais sur un scooter dans Paris, enfin bon, c'est Ouais, compliqué. non, il y aurait trop de danger pour le coup. Ouais, et puis ce serait trop cher. Il y a un mec qui a essayé de le faire. Je sais plus comment s'appelait son service. Ça coûtait beaucoup trop cher, ça valait pas le coup, quoi. Ça coûtait le double d'un prix d'un Uber. Ouais, ok. Donc, non, mais on fait ce partenariat-là. C'est un partenariat qui ne rapporte rien. Ça représente 1,5%, entre 1 et 1,5% de nos rides, tu vois, Ok, les ouais. mecs qui cliquent sur l'appli Uber. Mais bon, on avait été contents. Ça nous avait fait un peu de pub de faire le partenariat. Et puis surtout, ça nous avait donné beaucoup de sueur parce que putain, les négos de ce contrat, c'était entre 6 mois et 1 an. Enfin, c'était la folie. C'était Ouais. un truc de 100 pages. Enfin, tout ça pour un truc très simple. Mais les Américains, ils sont comme ça. Je te dis. Bon. Voilà, donc on fait tout ça, et puis on arrive en 2019 pour le Tour C. Le Tour C prend trop de temps, il prend tellement de temps qu'à un moment, je me demande s'il n'y a pas un peu de fait exprès que ça dure trop longtemps, parce qu'on n'aurait jamais dû se retrouver ennuyé par la trésor pour lever, et finalement, il dure tellement de temps qu'on est emmerdé par la trésor, et que nos investisseurs, ils renégocient. Donc du coup, ça les arrangeait, c'est ça que tu es en train de dire. Bah ouais, et je pense que ça existe très souvent, cette manière de C'était qui procéder. les investisseurs historiques? Tu disais, il y avait RATP et... Donc, au tour A, tu avais un gros family office / gros business angel qui était plutôt spécialisé dans les hôtels, plus Caisse des dépôts. Au tour B, tu as RATP, un fonds russe qui n'existe plus. Et au tour C, tu as Allianz, Demeter, et puis les historiques. Qui remettent. Ouais, qui mettent à leur prorata. Voilà, donc ça c'est le tour C, et puis donc le tour C. Alors, bon, ça, je l'ai déjà dit, mais tout le monde n'écoute pas forcément tous mes podcasts. Oui, donc c'est pour ça qu'on peut redire. Hein. On peut redire, mais le business model de Cityscoot est basé, se fonde sur le fait qu'il faut que les scooters survivent à leur leasing. D'accord ? Donc les leasings, c'est sur 3-4 ans à peu près. Ça dépend des... Je me souviens plus exactement, mais il y en a qui étaient sur 3 ans, d'autres sur 4 ans. C'est quoi, c'est avec Piaggio, non? Non, c'est avec... c'est un leaser qui achète les scooters pour nous et qui nous les reloue. Ok. Donc le leaser, c'est LeasePlan, c'est un des plus gros leasers au monde. Okay. Et maintenant, il est avec Soggen. Il est... comment ça s'appelle? Société ALD. Générale. Ouais, voilà. Putain, tu m'as fait perdre le fil. Ah, excuse. Ouais. Et donc, il faut que les scooters survivent à leur période de leasing. Parce qu'une fois que si les scooters sont toujours vivants, donc on misait nous sur une durée de vie qui était entre 6 et 8 ans à peu près, avec un leasing de 3 à 4 ans. Et donc, les 3 premières années, tu payes cher de loyer. Donc là, c'est forcé, ça perd de l'argent structurellement. Mais une fois que tu payes plus les loyers sur le scooter, c'est l'embellie absolue. Le PNL s'envole complètement. Tu vois, la courbe de PNL s'envole complètement et on rentre dans le profit. Et puis ensuite, même si tu redéploies un peu de faute, les loyers des nouveaux scooters, ils sont largement compensés par le gain que font les anciens, etc., etc. Donc le business model, c'est que ça. C'est l'ossature du business model. Or, nous, l'embellie, elle commence donc 3 ou 4 ans après l'achat des premiers scouts. Tu vois. Et 3 ou 4 ans après l'achat des premiers scouts, c'est début 2020. C'est là que normalement, on voit le bout du tunnel avec la lumière au fond, etc. Et on commence à gagner de l'argent. Putain, c'est pas de bol quand même. Ouais. Donc tu vois, je t'explique pas la suite, début 2020, le Covid, et au moment où on décolle, nos ailes sont foudroyées par le Covid. Donc non, c'est pas de bol. Je pense que d'autant plus qu'on commence l'année 2020 sur les chapeaux de roue à cause des grèves dont je t'ai parlé tout à l'heure. Je pense qu'on aurait fait, environ 35 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année-là contre 20 l'année d'avant. Et une rentabilité acquise ou quasi acquise, quoi. Alors il y avait de l'investissement fait en 2019, donc gros investissement suite à la levée. Donc je ne sais pas si on aurait atteint la rentabilité, enfin le profit cette année-là, mais pas loin.
Et en tout cas, on aurait été sur le chemin. Voilà, renta opérationnel. Ouais. Ok, donc du coup, là, après, se passent les confinements, reconfinements, déconfinements, couvre-feu. Bon, bref, que les trucs qui vous foutent dedans. Et surtout, après, structurellement, la quasi-systématisation du télétravail, qui du coup fait baisser l'activité. Donc Ça, en plus, fait, là, ça, plus l'essor des vélos électriques, quand même, ouais. qui prend de plus en plus d'ampleur. Alors, Les trottes un peu aussi ou... Non, les trottes, non. Non, ça vous a pas fait de mal, ça. Non. Trotte, c'est un truc de touriste, ou c'est un truc de jeunes, ou c'est pas la même clientèle. Okay. Les trottes, c'était des piétons qui ont fait de la trottinette surtout. Ouais, ok. Ouais. Pas des gens qui faisaient 5 km, tu vois. Clairement. Donc, non, les trottes, non. Les vélos, ouais, plus. Alors que les vélos, avant, non, pas du tout. Aucun overlap entre la clientèle vélo et la clientèle scooter. Mais après, ouais, le vélo électrique, il y en a pas mal qui... Si tu veux, on ne s'est pas forcément fait voler nos clients par les vélos, mais en tout cas, tous ceux qui sortaient de la voiture ou du transport en commun ou du taxi, du Uber, etc., qui ont décidé de se mettre à une autre mobilité, ils ne sont pas mis au City Scoot. Ils sont mis plutôt au vélo. Tu vois. Avant le vélo, ils seraient mis au City Scoot. Donc, en fait, ils nous ont bloqué un peu de flux entrant. Mais tout ça, ça allait avoir une fin. On n'aurait peut-être jamais retrouvé des rythmes de 15 000 rides par jour, mais la boîte tenait très bien avec 12 000. Tu vois. Donc en fait, c'est un peu ça que tu leur reproches, c'est qu'en fait, c'est structurellement parlant, il y avait plein de red flags, mais encore une fois, avec un peu plus de temps à ce moment-là, vous auriez pu trouver en fait votre rythme de croisière. Et dans tous les cas, malgré tout ça, les scouts électriques en libre service ne vont pas disparaître. Tout le monde en aura encore besoin, quoi. Ouais, alors non, mais d'autant plus que le télétravail commence. Alors, enfin, en fin d'année dernière, déjà, le télétravail commençait à tomber. Le stationnement est devenu payant pour les 2 roues thermiques. Ça, c'est un énorme coup de boost, quand même, normalement. Le prix d'un scooter, il a été divisé par 3. Maintenant, les scooters, ils sont connectés, donc tu n'as plus besoin de faire de R&D ni rien. Enfin, tout est, tu vois, c'est clé en main. Tu vois, tout l'argent qu'on a dépensé, on n'avait plus besoin de le dépenser. Donc, si tu veux, ce qui coûtait très cher avant et un business model qui marchait un peu sur une patte, là, il était sûr de fonctionner. Tu vois. Donc oui, c'est dommage. L'image que je donne toujours, c'est le marathonien qui s'arrête à 10 mètres de la ligne. Ouais, en fait, vous êtes cassé le cul en fait, à évangéliser, éduquer, investir pour que ceux qui arrivent maintenant, en fait... je ne le regrette pas parce que je transporte toujours avec moi une certaine fierté que les gens me disent « Putain, c'est génial ce que tu as inventé. Tu m'as sauvé 1 heure de ma vie par jour parce que j'ai gagné 1 heure de trajet, une demi-heure le matin, une demi-heure le soir. Du coup, ça me permet de faire du sport, de voir mes enfants, d'être moins stressé dans le métro ou dans les emboutes ou n'importe quoi. Donc, j'ai quand même réussi à faire quelque chose. Donc, je ne me suis pas cassé le cul pour rien. Oui, non, j'entends. Voilà. J'ai inventé le truc. Tu sais, moi, aujourd'hui, même quand je vois quelqu'un qui est sur un Yego ou un Cooltra, je suis content, tu vois. Enfin, je suis content... Je grince un peu des dents, mais je suis content quand même, tu vois. Je peux lui faire un croche-patte, quoi, tu vois. Ma fille utilise Cooltra, tu vois. Ouais. Cooltra, on est d'accord, c'est ceux qui vous rachètent au tribunal ou j'ai une connerie? Alors, ils ne nous rachètent pas réellement au tribunal. Tu sais, le mot redressement, en fait, parfois, ça ne veut pas dire grand-chose, mais bon, la boîte, elle n'est pas redressée. La boîte, elle est liquidée. Cooltra, ils nous rachètent notre marque, donc City Scoot, qui était une marque très forte, mais qu'ils n'arrivent pas à exploiter, je pense. Ils rachètent notre fichier client, qui est très fort, lui. Ils rachètent et ils reprennent une 30aine de salariés, je crois. Voilà. Ok. Ça, j'avais lu 20-25% des salariés. Ouais, 20%, je crois. Ouais. Et ça, 20% des salariés de l'époque. À un moment, on était 350 ou 400. Ouais. À la fin, ils sont plus que 150. Et j'avais lu, je crois, ils rachètent ça à 400-500 000 euros, c'est 400 000. Ouais. 400 000 euros, mais bon, dans tous les cas, cet argent, il va clairement pas dans vos poches, il va... voilà, mais ça rembourse URSSAF, TVA, enfin des trucs comme ça, quoi. Alors d'abord, ça paye les administrateurs judiciaires, qui ne perdent jamais d'argent. On les embrasse. Et puis ensuite, ouais, ça paye probablement... je ne crois pas qu'il y avait... Non, il n'y avait pas de dette URSSAF. Mais je ne sais pas qui ça paye, mais enfin, ça suffit même pas à payer les premiers, tu vois, les premières dettes. Et toi, je me rappelle, en fait, dans toute cette période-là, t'es... alors, le mot, c'est peut-être pas véhément, mais en tout cas, tu es très actif en ligne pour, en fait, faire presque un appel pour qu'on sauve City Scoot ou quoi. Qu'est-ce qui me manquait, en fait, à ce moment-là? Et en fait, j'ai l'impression que tu as tout fait, mais qu'est-ce que tu aurais
Qu'est-ce que tu essayais de faire? Est-ce qu'il y avait encore quelque chose à faire en fait? Écoute, quand la nouvelle du redressement de la cessation de paiement tombe et que c'est quelqu'un qui m'appelle pour me le dire, en fait, tu vois. Parce que toi, t'es plus là personnellement parlant. Là. Ah non, moi je suis parti depuis 1 an et demi. Ouais. C'est en mai 2022 et ça se passe en octobre 2023, tu vois, donc pile 1 an et demi. Alors je suis toujours actionnaire, un petit peu, enfin minuscule, je fais 18 par 1000, enfin bon, t'imagines. Enfin, j'ai quand même réussi à... Enfin bon, j'ai quelques actions nouvelles. Donc j'ai à peu près, en fully diluted, j'ai à peu près 3 ou 4% de la boîte. Ok. Quand même. Donc moi, j'ai quand même encore l'espoir que CDC et RATP, qu'on fait tout ça, qu'on mis autant d'argent, qu'on tenu le coup, qu'on soutenu la boîte financièrement. Malheureusement, la réponse à l'appel d'offres de la mairie de Paris, il a duré 1 an et demi. Donc pendant 1 an de trop, si tu veux, ils ont ils ont perfusé la boîte à raison de 1 million d'euros par mois, alors qu'ils auraient déjà pu à ce moment-là déclencher le Cityscoot 2.0, si tu veux, tu vois, la nouvelle génération de Cityscoot avec des nouveaux scouts, avec un opérationnel moins cher et tout. Non, ils ont préféré attendre la réponse de la mairie de Paris, alors que c'était sûr qu'on allait gagner l'appel. Enfin, il y avait 3 lauréats, tu vois, donc c'était sûr qu'on faisait partie des 3. Donc ça, j'ai trouvé ça un peu dommage. C'est dommage. Enfin, c'est très dommage. C'est peut-être ça d'ailleurs qui coûte la vie de Cityscoot finalement, parce qu'à la fin ils disent, bah nous on n'a plus d'argent. Bon, enfin. Toujours est-il que tout d'un coup la nouvelle tombe qui se met en cessation de paiement et que moi, à ce moment-là, je suis complètement surpris. Je suis surpris et mon sang ne fait qu'un tour. Je suis tellement surpris et énervé, je suis en colère, que je me dis, putain, je vais faire un post LinkedIn et je vais me lâcher sur LinkedIn. À ce moment-là, je suis en Espagne, je suis tout seul dans mon coin et j'apprends le truc. Bon. Et je ponds un post LinkedIn en quelques minutes, peut-être en une demi-heure, tu vois. Et le post, je ne sais pas ce qui se passe. Moi, je postais 2 fois par an, tu vois. Ouais, il part viral de fou, je me rappelle. Et de fou. Je fais 1 million de vues, tu vois. Ouais, donc ce qui est quand même énorme. Il n'y en a pas 36 enfin, par 950 000 vues, peut-être. C'est ce qui est énorme. Ouais, énorme. Je reçois, enfin, je sais pas, il y a 6 ou 6 000 likes, 700 republications, enfin, tu vois, un truc... normalement, ça m'arrive pas, moi, ça. Oui. Je suis pas... J'ai 7000 followers à ce moment-là, tu vois. Enfin, j'ai 7000 connexions. Je suis minuscule. Et donc, ça part dans tous les sens. On m'appelle. Il y a des entrepreneurs qui m'appellent, qui me disent, putain, il m'est arrivé un truc pareil. Parce que, tu sais, mon poste, il est assez... il est Je tough. me rappelle, il est assez... Ouais, je lance des... Enfin, il est même pas en filigrane, si tu veux. Il y a des petits headshots, quoi. Ouais. J'y vais. Je l'ai relu plusieurs fois. Je le trouve pas mal écrit, je dois dire. Il est assez bien. Il est pas mal balancé. Et puis, il y a des avocats qui m'appellent. Et puis, surtout dans les messages, il y a des mecs qui me disent, mais Bertrand, reprends ta boîte. C'est le moment. Ramasse-la à la petite cuillère au tribunal. Et moi, je ne sais pas comment on fait ça, tu vois. Et j'y avais vaguement pensé depuis en écrivant mon post, mais comme ça, tu vois. Je me dis, putain, qui est-ce qui va reprendre? Parce que si c'était 400 000 euros, en fait, en vrai, ça... Ah non, mais à ça. l'époque, oui, mais on ne savait pas. Ouais. 400 000 euros, c'était la seule offre, en fait. Ouais. Bon. Mais parce que du coup, tu vas y je vais venir. t'en parler. Ouais. Mais alors, du coup, il y a un mec qui dit, mais putain, reprends ta... Le premier qui me dit ça, comment il s'appelle? Camille Tian, je crois. Tu connais pas? Je ne vois pas que c'est, non. Il me dit, Bertrand, reprends ta boîte. Et je dis, mais on en parle, tu vois, enfin, j'avais déjà eu une ou deux, pendant que j'écrivais mon post, les mecs qui m'ont appelé me disent, reprends ta boîte, et que ça. Et je dis, bah ouais, pourquoi pas finalement, mais j'ai pas l'argent. Et là, je reçois des coups de fil, des directs messages, etc., avec les mecs qui me disent, mais attends, nous, on est avocats, on t'aide pro bono, nous, on est boîte de communication, on va t'aider dans ta com, nous, on est leveur de fonds, on va travailler qu'au succès, on prend pas de retainer, etc. Donc, j'ai plein de gens qui veulent soutenir, qui veulent voir le projet, qui trouvent peut-être l'aventure entrepreneuriale belle, qui trouvent que c'est dégueulasse que Cityscoot soit en redressement judiciaire, enfin qui veulent aider, qui veulent que le service continue d'exister, peut-être qu'ils veulent se faire aussi un peu de pub en se disant si jamais on réussit ce coup-là, ça peut marcher pour nous. En tout cas, tout ça c'est très bienveillant et je prends tout, tu vois. Donc je crée une équipe de choc avec tous ces gens-là qui finalement n'ont pas touché un euro puisqu'on n'a pas réussi. Mais on crée un truc et on essaye de lever des fonds. Alors, je pense que j'ai peut-être fait, parce que je n'avais pas d'expérience, je ne me suis pas adressé aux bonnes personnes tout de suite. Pardon. Pour essayer de reprendre Cityscoot à la barre, parce que dans un contexte de restructuration, de plan de cession,
où il faut quand même licencier un peu de monde parce que si c'est pour reprendre la même chose, tu vois, les investisseurs, ils vont pas acheter le projet qui est passé en redressement, ils vont pas acheter la même chose. Donc il y a plein de choses à changer et je me suis pas adressé aux bons investisseurs tout de suite. J'ai eu tort de perdre mon temps avec des fonds, notamment. Donc le leveur de fonds qui bossait pour moi, il a appelé tous les gens qu'il connaissait, mais il connaissait que des fonds il connaissait beaucoup de fonds traditionnels. Et je pense qu'il s'est cassé les dents. Je ne l'en veux pas du tout, hein, mais il a perdu beaucoup de temps avec ça. Alors qu'il aurait fallu qu'on appelle des gros entrepreneurs, peut-être industriels, qui avaient réellement un intérêt dans ce truc-là. Et surtout, il nous fallait 7 millions. Donc tu vois, la Caisse des dépôts et la SCDC, ils ont dû mettre 25 millions chacun dans toute cette affaire. L'État a mis entre le PGE, la BPI, etc., ils ont dû mettre entre 17 et 20 millions. Okay. Donc là, il fallait qu'ils mettent 4 millions de plus chacun pour redresser la boîte. Le plan, il tenait la route hyper bien. Hein. Même celui qui a fait les... Enfin, moi, mon plan, il tenait la route vachement bien. Et je vais même te dire, et pourtant, ça ne me fait pas plaisir de dire du bien d'eux, mais l'équipe de managers de transition qui était là depuis un an, ils avaient fait un plan qui tenait la route. Tu vois, qui était peut-être celui à la marge qu'il fallait l'améliorer, il tenait la route à 80% près. Mais CDC et RATP auraient dû normalement investir dans ce plan-là. Tu vois. Ils ne l'ont pas fait. Ils sont en cessation de paiement pour des raisons obscures. Et moi, j'ai... Parce que ce n'est pas une question d'argent, en fait, presque. Non, il y a une autre raison. Je pense que c'est la troisième fois que je dis que je connais la raison pour laquelle ils ont mis la boîte brutalement en cessation de paiement. C'est une raison qui n'est pas très honorable, que je ne peux pas dire aujourd'hui, mais qui, à mes yeux, en tout cas, ne justifiait pas qu'on mette 150 mecs au tapis, un service, etc. Voilà. Bon, peut-être j'ai tort, hein, c'est peut-être ça le business. Mais pourquoi, je te dis, hein, c'est toujours l'image du mec qui décide, alors qu'il est à 10 mètres de la ligne sur un marathon, il décide, non, il abandonne. Tu vois. Il n'y a pas de raison rationnelle pour ça. Ouais, c'est ça. Bon. Et d'ailleurs, la raison n'est pas rationnelle. Donc, et donc là, je tente tout ce que je peux. Je fais 3 autres posts LinkedIn qui font plus de 250 000 de vues chacun. Parce que les gens suivent l'épisode, en fait. C'est marrant parce que je l'ai créé comme un feuilleton. Tout ça, c'est complètement involontaire. Tu vois, moi, j'ai aucun conseil. Il n'y a personne qui m'aide à écrire mes posts, mais épisode 1, épisode 2, épisode 3. Et puis, alors, celui qui lit l'épisode 2, il attend l'épisode 3. Celui qui arrive sur l'épisode 3, il va lire les précédents. Donc, du coup, ça relance un peu tout ça. Donc, ça crée une sorte de machine où il y a plein de gens qui m'aident autour. Mais finalement, j'arrive pas à lever les 7 millions. Et c'est fini. Je me présente au tribunal le 6 février. Par politesse, et je dis au juge, monsieur le juge, vous savez que je suis venu me présenter, mais par politesse, mais je ne peux pas reprendre. Et là, c'est là que Coultra, on me demande de sortir de la salle, et quand je sors de la salle, je sais ce qui se passe à l'intérieur. J'y suis pas, mais je sais ce qui se passe à l'intérieur. Il donne à Coultra pour 400 000 € tout ce que Coultra voulait acheter. Voilà. J'en veux pas à Coultra non plus, j'aurais fait la même chose à leur place. C'est les Français ou c'est des Espagnols? Des Espagnols. Ouais. Je connais très bien le CEO de Coultra depuis le début. On a failli merger 3 ou 4 fois dans notre histoire, parce qu'il est né au même moment à Barcelone que moi à Paris. Tu t'es lancé toi à Barcelone aussi, non? Oui. Ok. Mais je suis parti au bout d'un an. Ah oui, ça marchait. Enfin, c'était trop non, bien. mais enfin, la mairie de Barcelone, tous ceux qui postulaient ont eu une place pour exploiter leur service. Il y a eu 20 postulants pour, attends que je dise pas de conneries, pour 6000 scooters. Donc on a eu chacun des 20 ou 21 a eu le droit de déployer 300 scooters. Ok. Donc tu avais 20 services différents qui allaient déployer 300 scooters. Bon, finalement, à la fin, il n'y en a eu que 10, mais il y en a quand même eu 10, puis 7. Mais on était la seule boîte française en face de 6 boîtes espagnoles. Et les Espagnols, ils sont un peu... ils sont un peu patriotes, tu vois. Donc, ils utilisaient les services espagnols, ce qui fait que nous, on n'a rien. Enfin, on a une part de marché zéro, quoi. Genre, ça faisait quoi? Quelques dizaines de rides par jour à peine ou... Non, plus. Plus quand même? Ouais. Non, on arrivait à en faire... À un moment, on avait 600 scooters, on arrivait à en faire 1000 par jour. Et ça, c'est pas suffisant pour dire que ça marche? Ouais. Non. Okay. Non, il faut, pour que ça marche, il faut qu'un scooter tourne 3 fois par jour à peu près. Il aurait fallu qu'on en fasse... le double? Ouais. Le double, ouais.
Ok. Donc, du coup, pardon, on est allé, du coup, là, à ce moment-là, tu sors de la salle de tribunal. Coultra remporte la mise. Et là, de toute façon, là, il n'y a plus rien à faire. C'est la fin de la fin. Hein. Ah non, mais là, c'est fini. Ouais. C'est fini. C'est fini. Ben ça, je le savais déjà depuis 2 semaines, hein, puisque j'avais pas trop les fonds que ce serait fini, à moins du mec tu sais, le Deus Ex Machina de la dernière seconde, mais j'y croyais plus trop. J'avais 2 touches qui pouvaient déclencher Vous pouvez m'écrire une term sheet en 1 heure que j'aurais pu montrer à l'administrateur judiciaire, mais bon, c'était trop tard de toute façon. Et bah voilà, là, il faut Et si repartir de zéro. Coultra a réussi, du coup, avec 400 000, c'est-à-dire que toi, avec une offre à 1 million et les mêmes conditions, peut-être que tu aurais pu remporter la mise? Non, non, parce que Moi, moi, pas comme ça. non, parce que Coultra, lui, il pouvait intégrer Cityscoot à son service déjà existant. Moi, il aurait fallu que je reparte de scratch. Ouais, ok. Donc 1 million, mais Acheter plus une du coup, flotte. X millions après, Ouais. derrière. Oui, donc, Lui, il n'a pas repris les scouts. Hein. Les scouts, ils sont partis, ils ont été liquidés quelque part. Je pense qu'ils sont devenus dans la nature. Lui, il a juste repris. Il n'aurait jamais repris les scouts d'ailleurs. Il a juste repris quelques salariés parce qu'il savait qu'avec les 400 000 clients, les 500 000 clients qui nous achetaient, enfin, en tout cas les 300 000 à Paris qui nous achetaient, il allait avoir un peu plus de rides. Donc, il a étoffé un peu ses équipes opérationnelles. Et puis, de toute façon, il était obligé de reprendre des salariés, sinon le juge lui aurait jamais laissé. ouais. Et puis la marque, donc non, lui, il pouvait se permettre même de dépenser. Ça lui a coûté zéro. Hein, ce truc-là. Il a gardé la marque ou pas? Enfin, il y a encore Oui, des sur les Coultra, il y a marqué Coultra, Cityscoot, il y a les 2 autocollants. Je pense que ça sert à rien. Enfin, les gens Ouais. voient bien que c'est pas des Cityscoot. Ouais. Euh, Il y a plus mais- ce bleu et ce blanc. Bah, il était bleu et blanc lui aussi. Hein. Ah, Enfin, il c'est est bleu vrai. et blanc. Je vois même pas à quoi ressemblent les Coultra. Tu sais, moi, j'habite à Bordeaux, donc il n'y a pas de Coultra à Bordeaux. Hein. Ah ouais, t'as raison. Ouais, Ouais. c'est vrai. Ouais. Mais nous, je sais qu'on avait du coup Yego, les Verts et Cityscoot, du coup. Ouais, ouais. Bah, les Coultra ressemblent à des mobylettes blanches. Ils sont tout fins. On dirait vraiment des mobylettes. Tu vois. Ok. Bon, tu les verras dans la rue. On en voit quelques-uns. Donc ça, ce jugement, c'était il y a quelques mois. Alors le jugement, non, c'est février 2024. Donc il y a 1 an. Ah oui, pile. donc maintenant, il y a pratiquement 1 an, ouais. Ouais. Et donc, du coup, depuis, qu'est-ce qui se passe quand du coup, là, c'est la fin de la fin de la fin. Bon, il n'y a plus rien à faire. C'est bon. Cityscoot, ça fera partie de ton histoire à jamais. Mais maintenant, du coup. Ouais, alors passer faut à autre tirer chose. alors comme les comptes ils sont pas tout à fait, j'ai toujours une petite rancœur, etc. Et j'ai du mal à couper le cordon. Ok. Ce cordon, il m'empêche de m'envoler, tu vois, en fait. Ouais. Il m'empêche de passer complètement à autre chose, de fermer la page et d'ouvrir une page complètement. Bon, j'ai quand même des idées j'ai un projet qui me marine dans ma tête depuis 6 ou 7 ans, tu vois, que je suis en train de développer, qui est un truc assez simple d'ailleurs, que je vais faire, que je suis en train de faire. Mais quand le truc arrive, bah, déjà c'est le coup de massue un peu, tu vois. C'est difficile de s'en remettre. Alors j'ai la peau dure. Je dis pas que je suis habitué, mais c'est mon 2e rebond, tu vois. C'est ma 2e déconfiture. Je suis reparti de zéro en 2001. Après une bataille contre JP Morgan notamment. Donc, À l'époque où tu étais trader, du coup. ouais. T'étais à Londres, non? Ou t'étais ouais, en France? j'étais à Londres. Ouais, à Londres, ouais. Donc je suis reparti de zéro déjà une fois. Mais à l'époque où je suis reparti de zéro la première fois, j'avais 35 ans. Là, je dois repartir de zéro à 58. Tu vois, compliqué. Ouais. Donc, de toute façon, je ne veux pas être salarié. Parce que, enfin, si j'ai pas le choix, je le fais, mais je ne serais peut-être pas un bon salarié, tu vois. Enfin, Ouais. peut-être que si, j'en sais rien, en fait. Mais je veux faire autre chose. Alors, j'ai tellement été subjugué. Moi, je connaissais pas bien le métier de manager de transition. Quand les mecs sont arrivés dans Cityscoot, moi, j'y étais plus déjà. Hein. C'est quand le DG qui m'a succédé comme s'appelle président. Bertrand aussi. Ouais. Quand le DG qui m'a succédé est parti, je pense que à sa décharge, je comprends parfaitement qu'il soit parti parce que quand tu as au bord de la CDC et la RATP, ça doit pas être facile. Voilà. Ouais. C'est pas le salon de thé, quoi. Non. Donc, il a craqué un peu. Il est parti, je le comprends parfaitement. Et il a été remplacé à ce moment-là au pied levé par une équipe de managers de transition qui a eu une mission. Je ne sais pas quelle est la mission qu'ils ont eue. Soit d'essayer de vendre la boîte, soit d'essayer de la redresser, soit essayer de la préparer au pire. D'accord ? Et peut-être les 3 en même temps. À mon avis, c'était les 3 en même temps. Enfin, en tout cas, en séquence. Et
à un moment, je me suis dit, et ça, c'est pendant la période où j'ai essayé de reprendre la boîte, à un moment, je me suis dit, j'aurais quand même... Bon, je n'étais pas d'accord avec leur méthode. Globalement, je ne m'entendais pas super bien avec eux parce que j'étais encore actionnaire, on se parlait, etc. Mais j'aurais adoré, à un moment, je me suis dit, putain, j'aurais adoré avoir la mission qu'ils ont eue. Ouais. Putain, t'arrives dans une boîte, là, qui est un peu connue, tu vois. Il faut faire un plan de redressement. Il y a de la notoriété. Il faut la préparer au pire. Il faut essayer de la vendre. Enfin, il faut trouver une solution. Tu prends les clés du truc, tu diriges la boîte et tu essaies de... Et là, je me suis dit, j'aurais adoré faire ça. Pour une autre boîte, tu vois. Donc, si jamais vous cherchez un manager de transition, Bertrand est disponible, c'est ça? Ouais, alors j'ai passé. Ouais, alors je sais pas en fait. J'ai même fait une formation. J'ai une certification maintenant de management de transition par un organisme qui s'appelle l'IFMT. Donc je me suis formé pendant 3 ou 4 mois. J'ai appris plein de choses d'ailleurs. C'est super. Ouais, je crois que j'adorerais faire ça, mais il faudrait vraiment que ce soit le truc sur mesure pour moi, tu vois. Ouais. Il faudrait que ça me plaise, il faudrait que ce soit bien payé, il faudrait que je me sente vraiment les pleins pouvoirs, il faudrait qu'il y ait beaucoup de... Enfin bon, j'aimerais beaucoup. Et puis après, je me suis dit que j'allais de toute façon monter un projet, ou 2. Et puis j'ai passé aussi mes habilitations pour être CGP, conseiller en gestion de patrimoine. Donc, ceux qui m'écoutent et qui veulent un mec de confiance, ils peuvent m'appeler pour me placer leur fortune en épargne, ça c'est sûr. Je sais le faire. Et puis, j'ai aussi envie de faire du coaching, beaucoup. Coaching de dirigeants, tu vois, de dirigeant à dirigeant, ça m'intéresse énormément. Ça, j'aurais toujours adoré faire ça. Ça, je me sens bien équipé pour ça, tu vois. Je suis très motivé pour ça. Donc ça, c'est peut-être un truc que je vais faire. Ça, c'est le truc. En fait, tout ça, là, les 2 derniers trucs, par exemple, c'est des trucs que tu peux faire presque en side, tu vois. Ah ouais, mais ça, je le ferai en side. Oui. Je le ferai en side. C'est plus des boulots, on va dire des missions rémunératrices, kiffantes. Le consulting patrimonial, je peux le faire le week-end, le soir, je peux le faire quand je veux, je peux ne pas le faire pendant 1 an si j'ai pas le temps. Ça, c'est un truc exactement que je peux faire en side. Le coaching, je peux le faire en side aussi. Le déploiement de projets, je peux même le faire en side aussi parce que moi, ce que je veux faire, c'est que je veux développer des projets et puis ne pas être trop opérationnel dedans, ou en tout cas pas après 6 mois, 1 an, tu vois. Et puis à la limite, je file le bébé à quelqu'un quand je vois que ça se... Moi, je veux juste voir l'attraction. À la limite, je le revends, j'en sais rien. Mais moi, ce qui m'amuse beaucoup, c'est de créer. Je suis meilleur créateur que... Je suis pas gestionnaire, moi. Et je fais exprès de dire gestionnaire. Parce que je peux pas... Soit je fais de la croissance, soit je fais autre chose. Mais je peux pas gérer, tu vois. Je pense que je suis pas très bon à ça. Donc, ce qui m'amuse beaucoup, c'est de créer, de croître, puis après, de passer la main. Et puis j'ai d'autres trucs en tête. Notamment, j'ai fait une super rencontre hier pour un truc. C'est trop tôt là, je ne peux pas du tout en parler, ça va me porter la poisse. Voilà, donc j'ai plein de plans dans ma tête. Mais là, je pars de vraiment zéro. Je parle de même moins que zéro. Et puis, comme je l'ai dit récemment dans un autre podcast, je suis pas déprimé du tout. En fait, c'est un peu là, c'est un peu ma prochaine question. C'est là que les gens, ils peuvent se dire, alors les entrepreneurs, je pense, te comprennent, même si du coup tout le monde n'a pas, même si tout le monde vit des merdes, tout le monde n'a peut-être pas vécu des choses aussi intenses que ce que tu as vécu là ces 2-3 dernières années. Mais justement, la question, c'est parfois, sûrement que ça va pas, mais est-ce qu'on en arrive presque jusqu'à la dépression ou est-ce que tu as eu, je sais pas, à un moment donné, besoin de parler? Est-ce que du coup, pour ça, tu es entouré d'autres entrepreneurs? En fait, comment tu fais pour passer en fait, ces tempêtes-là? Bon, alors, je pense qu'il n'y a pas 2 personnes pareilles. Oui. Moi, comme je te l'ai dit à un moment, j'ai plutôt la peau dure. J'arrive bien à endurer. Alors déjà, je n'en suis pas à mon coup d'essai, tu vois. Alors déjà, la première chose, c'est qu'une mésaventure comme ça opère une sélection naturelle parmi tes vrais amis, pas tes vrais amis, d'accord ? Donc ça, c'est très instructif. C'est-à-dire qu'un CEO de CityScoot en pleine croissance a plus d'amis qu'un ancien CEO de CityScoot. Ah oui. C'est un peu ça, oui. Ouais. Et c'est pas qu'une question de notoriété, hein, c'est une question financière. Ouais. Donc là, tout d'un coup, il y a plein de gens qui partent en courant.
Donc ça, c'est très instructif. Ça, c'est très agréable de voir, en fait, qui sont tes vrais amis, qui sont les gens qui te veulent du bien. Et ça te donne et tu t'en aperçois très vite, d'ailleurs, instinctivement, ça t'engage naturellement à regrouper toute ton énergie et tes forces autour de ta famille, donc tu es très proche, et ton premier cercle d'amis. Et en fait, c'est là que tu retrouves l'énergie, le noyau, tu vois, d'énergie dont tu as besoin pour repartir. Sinon, je pense que tu t'en sors pas. Moi, j'ai pas de frères et sœurs. J'ai plus de parents. Heureusement, j'ai des amis et heureusement, j'ai 2 grandes filles qui sont là. Quand je viens à Paris, j'habite chez l'une d'elles, tu vois. J'ai une nouvelle femme qui est beaucoup plus jeune que moi et j'ai 2 petites filles qui ont 3 et 4 ans. Si j'avais pas ces 2 petites filles de 3 ou 4 ans et ce nouveau foyer familial, je pense que je serais parti tout seul à l'autre bout du monde. Ouais, en mode allez tous vous faire foutre, quoi. Ouais, je vais aller vous faire foutre. Moi, j'ai besoin de rien. Moi, je peux vivre avec rien, ok, mais pas mes petites, tu vois. Elles ne peuvent pas vivre avec rien. Donc, j'ai une sorte de responsabilité vis-à-vis d'elles. Donc, je suis obligé de tenir. Mais alors, il y a un truc qui est formidable. Tu t'aperçois vraiment de tout. Moi, j'ai été beaucoup plus angoissé quand il me restait encore un peu d'économie. C'était plutôt les économies de ma mère à ce moment-là. Mais il y avait encore de quoi un peu vivre. Et ben, tu es beaucoup plus angoissé à ce moment-là du vide, parce qu'il y a encore du vide, d'accord ? Donc c'est beaucoup plus angoissant de tomber vers le fond que d'être au fond. Quand tu es au fond... Bon, il faut grimper, quoi. Tu es au fond. L'état d'esprit dans lequel tu es quand tu sais qu'il ne peut plus rien t'arriver, toute la déprime, toute l'angoisse, elle disparaît d'un seul coup. Plus rien t'arriver. C'est assez confortable. Tu vois, on ne peut plus rien te faire. Le seul truc qui peut t'arriver, bah, c'est que tes filles, elles bouffent plus. Ça, c'est un peu chiant. Mais bon, j'ai quand même je suis un peu entouré autour de moi. Tu vois, j'ai quand même des amis. Ils ne me laisseront jamais crever de faim. Ça n'existe pas, ça. Donc, tout le monde n'est pas comme moi. Hein. Il y a des gens qui n'ont même pas cette ressource-là. Donc, ça peut être pire. Mais alors, et ça m'est arrivé souvent de me dire, alors ça c'est le pire, hein. Tu dis, de toute façon là il peut plus rien m'arriver, et puis poum, tu redescends encore d'un étage. Là tu te demandes quand ça va s'arrêter. Puis vraiment quand tu n'as plus rien, il ne peut plus rien t'arriver, que de toute façon tu as tout fait, ben là c'est là que tu retrouves un peu de force. En fait. Ouais. C'est là que tu te dis, bon bah tu commences à redormir un peu la nuit, et c'est là que tu retrouves des forces pour repartir, parce que tu sais qu'il n'y a plus qu'un sens maintenant, c'est de remonter. Tant que tu n'es pas sûr d'avoir atteint le plancher, tu n'arrives pas à attraper tes forces, tu vois, tu n'arrives pas à regrouper tes forces. Et là, la famille et les amis sont indispensables. Enfin, c'est-à-dire que toi, là, en fait, pareil, est-ce que toi, tu es une personne qui, quand il y avait tous ces problèmes qui arrivaient, est-ce que tu es quelqu'un qui garde beaucoup pour lui, qui a besoin d'extérioriser, tu as besoin d'en parler pour justement ça, que souvent d'en parler, peut-être ça démystifie, ça dédramatise. J'en parle pas beaucoup parce que j'ai peur de gonfler les gens. Tu vois, les gens qui sont pas dans l'écosystème. Ah ouais, non, alors déjà, quand tu es comme ça, et je pense qu'il y en a plein qui vont se reconnaître à m'écouter, tu sors plus. Ouais. Parce que tu sortir et le mec, il a même pas suivi l'histoire, il te dit alors ça va comment les affaires ? Putain, non, t'as même pas envie de lui parler, tu vois. Enfin, tu lui en veux pas, mais... Alors, je te parle plutôt des amis qui sont dans l'écosystème, tu vois. Moi, je sais que j'ai un groupe d'amis très soudés qui sont également entrepreneurs. En fait, c'est un groupe que j'ai créé, entre nous, ça s'appelle le Poney Club. On se voit une fois par mois, on se fait une grosse bouffe, etc. Et de base, c'était pour avoir un peu, tu vois, un cercle de proches avec qui on peut parler de business, mais surtout, en fait, des problèmes, des problématiques qu'on rencontre ou quoi. Maintenant, limite, on parle depuis, ça fait 3 ans, donc on parle plus de boulot, tu vois. Mais par contre, quand bien même, quand des fois ça va pas, et ben, tu vois, je préfère m'en parler avec eux que en parler, par exemple, avec mes amis qui sont pas entrepreneurs, parce que je pourrais presque dire, en fait, ouais, je vais leur en parler, mais ils vont pas savoir quoi me dire, parce qu'en fait, ils peuvent presque pas comprendre ce que c'est de vivre une liquidation, de vivre telle difficulté, de vivre ci ou ça. Et je sais pas si toi, t'as également ça ou pas du tout. Non, j'ai pas ça. J'ai pas de cercle d'amis dans l'écosystème. Donc, non, j'ai pas du tout ça. Et moi, j'avais pas besoin de parler de ça. Ok. J'avais même plutôt, je pense, besoin de plus en parler. Moi, le fait d'être avec les gens que j'aime et qui m'aiment et qui sont très proches, et à la limite même sans qu'on se parle trop, ça me rebooste, tu vois.
Ça me refuel complètement. Donc moi, j'avais besoin de ça, tu vois. Donc ça, c'était vraiment très important. Et j'ai retrouvé de la force là-dedans. J'ai trouvé de la force. Tu sais, quand tout va bien, finalement, c'est un peu égoïste d'être comme ça, mais je pense que c'est complètement inconscient. Tu parles moins aux gens qui sont de ta famille, tu vois, quand t'es dans... Et puis, en fait, tu t'aperçois que c'est eux, vraiment, tu vois. Enfin, ils sont là. C'est pas comme si tu les avais perdus de vue, mais tu les appelles moins souvent au téléphone, tu vois. Et puis, quand tu as vraiment un problème, en revanche, tu as envie de leur parler. Tu as envie de savoir qu'ils sont là. D'entendre le son de leur voix, de les prendre dans les bras. Moi, c'est important pour moi, ça. Voilà. On est 1000 fois d'accord. Hein. Appelez vos parents, vos sœurs, vos frères et tout. Ouais. Et moi, tu vois, j'ai un certain âge. Tu vois, j'avais plus de parents à appeler. Mais ma fille, qui a 30 ans, lui parlait au téléphone. Elle m'a réchauffé le cœur plein de fois. Et je me suis dit, tiens, je suis pas tout seul, tu vois. Ouais. Ça fait plaisir. Tu me disais tout à l'heure, tu me demandais quand est-ce qu'allait sortir le podcast parce que tu avais potentiellement des projets où tu pouvais en parler ou pas. Comme on arrive un peu dans le dernier quart là, du podcast, est-ce que tu veux qu'on en parle ou est-ce que c'est encore un peu secret ou quoi? Écoute, moi je sais pas quand va sortir ce podcast, mais il sortira quand tu veux. Ok, super. Écoute, non, alors je vais... je vais même faire une question dans l'intro. C'est que c'est vrai qu'en fait, on peut toujours même se poser la question et c'est cool de se dire ça, c'est qu'après tant d'années là, d'entrepreneuriat, de création de projets, comme tu le disais, là, tu as 58 piges, c'est de se dire, voilà, est-ce que du coup, on peut se remettre dans une aventure à 58 ans ou quoi? Et moi, ma réponse, c'est, moi, je pense que je ferai ça toute ma vie, jusqu'à ce que je puisse plus, en fait. C'est ce que j'ai pas plus d'énergie. Toi, du coup, t'es dans quelle optique? Alors, moi, j'ai toujours... Alors, je sais pas si je me souviens plus quelle énergie j'avais. Tu sais, moi, quand j'ai monté City Scoot, déjà, j'étais pas jeune. J'avais 47 ou 48 ans. Ah oui, donc toi, tu avais une grosse vie professionnelle avant d'entreprendre, ouais. Moi, exactement. Donc, moi, j'ai monté City Scoot. J'étais déjà plus un jeune, tu vois, une jeune star de la tech comme c'est le cas en général, tu vois. Ouais. J'avais 47 ou 48 ans. Et là, je me sens... je pense j'ai à peu près 95% de l'énergie que j'avais à cet âge-là. Par contre, j'ai beaucoup plus d'expérience, tu vois. Donc, je dirais pas que je suis meilleur ou... Forcément meilleur. Je vais peut-être moins vite... Ouais, je sais pas. L'expérience... je vois pas l'équilibre entre l'intellect... Ce que je perds en intellect, je pense. Je perds peut-être un peu en créativité. Je gagne beaucoup en expérience. Et puis, maintenant, j'ai besoin de dormir 8 heures par nuit, alors qu'avant, je dormais 6 heures ou 7 heures. Ouais. C'est tout. Donc, mais je travaille plus vite. Je suis beaucoup plus structuré et organisé. Et puis surtout, je ne vais pas me perdre du temps avec des gens qui me font perdre du temps, alors qu'avant, je perdais un temps fou. Maintenant, je refuse de perdre du temps. Les projets, j'ai 2 projets en tête, et ils sont tous les deux... Alors, rien à voir avec la mobilité. Pour moi, ça, c'est... Ce que j'ai appris, entre autres choses, j'ai appris plein de choses avec City Scoot. Et une des leçons que j'ai apprises, c'est qu'il faut éviter de se plonger dans des projets qui dépendent d'une collectivité, d'un élu, d'un gouvernement, d'une idéologie, de la mode, etc. D'accord ? Il faut éviter. Quand on peut éviter, il vaut mieux éviter, parce que on peut... la mauvaise surprise, elle peut tomber du jour au lendemain. Si tu veux, par exemple, moi, je ne suis pas contre les ZFE, forcément. Tu sais, les ZTL, là, dans ce quartier, là, le quartier à côté qui est bouclé, tu ne peux pas rouler, sauf si tu es un privilégié, tu habites dans le quartier, tu as un taxi, etc. Le nombre de business que ça va tuer, c'est la folie. C'est la folie. Et en fait, c'est très difficile d'imaginer que tu montes un business... Et puis qu'il y a un mec dans une mairie, sur un coin de table, qui comprend même pas les conséquences d'une petite décision ou d'un avis qu'il va avoir sur la vie des gens. Je trouve ça complètement dingue. Ouais. Je trouve ça complètement dingue. Tu veux plus dépendre d'eux, quoi. Je veux plus dépendre d'eux. Je veux plus dépendre ni d'eux, ni des investisseurs. Et quand je dis investisseurs, je parle pas de tous les investisseurs. Je parle de 80% des VC. Et je parle pas des investisseurs private equity parce que je pense que le niveau est un peu meilleur, mais je suis très déçu par l'environnement VC en France. Je trouve que c'est désorganisé. Je trouve que
l'accès aux startups après le seed, c'est-à-dire tour A, tour B, donc un peu avant le private equity, est trop difficile en France pour les non-professionnels. Je trouve que l'investissement est freiné, l'investissement du private, c'est-à-dire pas des professionnels, il est freiné parce que d'abord, c'est difficile d'accéder au bon coup, au bon moment, et que ça, t'en sais rien. Alors ouais, il y a des initiatives comme... j'ai même pas envie de prononcer son nom. Mais bon, il y a quelques initiatives. Mais ensuite, moi, le nombre de mecs que je connais, enfin, ou de nanas d'ailleurs, enfin, qui aimeraient bien investir, plus des mecs en général, et qui veulent plus investir parce qu'ils se disent, moi, je mettrais bien 25 000 balles dans ce projet-là ou 50 000 balles, mais je crois qu'il y a une chance sur 100 que je les revoie, tu vois, parce que les exits, c'est devenu super rare. Le nettoyage de la table de capi, c'est un peu au petit bonheur la chance de savoir si un investisseur un jour, un institutionnel, il va vouloir sortir tous les minoritaires. Les IPO, il n'y en a plus. D'accord, il y a eu 2 IPO en 2024. Donc en fait, le manque de liquidité dans tout ce qui est start-up, VC ou n'importe quelle boîte du monde d'ailleurs, du monde, ouais, enfin, en tout cas en France, n'importe quelle PME, le manque de liquidité, c'est un frein énorme. C'est un problème pour beaucoup de gens. Tu sais, moi, je vais te raconter une anecdote. Un jour, je voulais embaucher un mec un COO chez Cityscoot. Et le type, je lui dis, le package, c'est ça, tu vois. Et puis, il y a des stock options dedans. Enfin, il y a des BSPCE. Il me dit, moi, je veux pas de BSPCE. Je dis, ah bon, tu veux pas de BSPCE? Non, je préfère être payé un peu plus en variable ou en fixe, mais je veux pas de BSPCE. Et je lui dis, pourquoi? Il me dit, parce que je les verrai jamais, en fait. Il n'a pas forcément tort. Eh non, il a complètement raison. Ouais. Je pense que je ne sais pas quel est le pourcentage des gens qui ont réussi à exercer leur BSPCE, puis revendre, sortir les actions qui étaient issues des BSPCE. Ouais, les rendent liquides. Alors, il y a quelques trucs qui existent maintenant, tu sais, avec Caption, soit avec les marchés secondaires ou quoi, mais c'est très petit, quoi. Il y a 2 deals par an. Donc, c'est quasiment impossible. Bon, et donc, le projet que je suis en train de monter, alors, je ne dis pas qu'il va résoudre cette affaire, mais il est construit dans l'objectif d'apporter de la liquidité, pas façon Caption du tout, mais dans l'objectif d'apporter de la liquidité sur tout ce qui est non-coté. D'accord. Alors que ce soit une start-up tech, ou que ce soit un resto à Saint-Tropez, ou une boulangerie à Azay-le-Rideau, ou n'importe quoi, il y aura un accès, donc c'est une plateforme. Ça, c'est le premier projet. On verra comment ça se passe. Donc celui-là, il est en développement. Donc il va sortir. Alors s'il n'est pas, je ne sais pas quand va sortir ce podcast, puisque c'est un peu moi qui ai le curseur sur la date de sortie, mais s'il n'est pas encore sorti, je pense que ça va être dans les prochaines semaines. Et le deuxième projet que j'ai, qui est un peu plus long, là, c'est carrément, je voudrais faciliter l'accès. Alors c'est toujours dans le milieu du VC, mais là, c'est plutôt côté porteur de projet, pré-seed et seed. Je voudrais que l'accès pour tous ces gens qui ont des projets, l'accès à l'investisseur soit facilité, d'accord, soit démocratisé, et que ce soit pas un petit peu... tu vois, ce que j'observe, moi, c'est que y a des mecs qui ont des projets et en fait, ils savent pas comment faire. Tu vois. Est-ce qu'il faut que j'aille chercher de l'argent auprès de mes parents? Est-ce qu'il faut que j'aille chercher un leveur de fonds? Est-ce qu'il faut que j'aille directement appeler des fonds pré-seed ou seed ou machin? Ils ne savent pas faire. Et puis d'un autre côté, tu as des investisseurs, quel que soit le type d'investisseur, ils vont chercher le deal flow, d'accord? Ils payent des mecs pour aller chercher le deal flow, pour avoir du bouche à oreille, pour qu'il y ait des deals sur la table, pour les présenter à leur... pour les présenter aux investisseurs. Et en fait, ces gens-là, on pourrait les faire se rencontrer assez facilement. Tu vois. Donc, je suis en train de bosser là-dessus aussi. Pareil, via une plateforme. Ouais, et ce sera dans un an, ça. Ok. Donc, en fait, mais ça, ce sera beaucoup plus. Ça, très finance. Ouais, ce sera que finance. Et ce sera... tu sais, j'ai un passé, moi, de ça. Donc, moi, mettre des acheteurs et des vendeurs ou les uns en face des autres, ça a été mon boulot pratiquement pendant 15 ans. Alors, pas du tout de cette façon-là. Moi, j'étais dans le côté. Mais chez Cityscoot, par exemple, j'organisais des événements de liquidité tous les 6 mois ou tous les ans.
Donc, j'entendais des gens qui voulaient rentrer. Enfin, il y a des gens qui me disaient, tiens, chez un copain, il serait bien rentré chez Cityscoot. Là, il a loupé le tour A. Tu vois. Et puis, il y en a d'autres qui disent, tiens, moi, j'ai besoin de pognon. J'aimerais bien revendre mes actions. Surtout qu'elles ont doublé ou triplé depuis le site, tu vois. Et donc, j'organisais des événements de liquidité où il y a des gens qui rentraient que je ne connaissais pas. D'accord. Bon, on se renseignait un peu quand même. Puis, il y avait des clauses de préemption et tout. Et puis, de l'autre côté, il y avait des vendeurs. Et tous les 6 mois ou tous les ans, on organisait un événement de liquidité à un prix fixe, un prix qui était fixé par mois, qui correspondait en général au prix du tour d'avant, tu vois. Et on traitait entre 1 et 2 millions d'euros à chaque fois, tu vois. Et je l'ai fait 4 ou 5 fois chez Cityscoot. Et ça, on s'en rend pas compte parce qu'on a l'impression que c'est hyper compliqué, ça, administrativement ou quoi à faire. Ouais, alors oui, mais moi je pense que dans chaque boîte, il devrait y avoir une personne qui peut faire autre chose pendant ce temps-là et qui, au moment où il y a des fenêtres de liquidité, où il y a quelqu'un qui veut rentrer et sortir, s'occupe de faire le CERFA, tu vois, s'occupe d'écrire à l'acheteur ou au vendeur, attention, il faut qu'il y ait une clause d'agrément, il y a un mois de préemption, etc. Ça prend quelques minutes, ça apporte de la liquidité à la boîte. Ça apporte beaucoup d'attractivité à la boîte parce que du coup, les BSPCE, ils valent quelque chose. Enfin, si tu sais que tu vas pouvoir les revendre, s'il y a de la liquidité, tu vois. Ça apporte beaucoup au marché VC et private equity parce que c'est beaucoup plus facile d'investir dans une boîte quand tu sais qu'il y a une sorte d'environnement de liquidité qui a été créé. Et ça, c'est un vrai problème. Tu vois, alors même moi, encore une fois, pour le coup, là, à un tout petit niveau, tu vois, moi, j'ai investi à un moment donné pendant 15 mois. J'ai investi 100 000 euros. Bon, maintenant, comme là, en ce moment, j'ai plus rien. Bah, du coup, je peux plus investir. Mais tu vois, c'est toujours un problème de se dire, en fait, bon, cet argent, il y a quand même de grandes chances, peut-être que je ne le revois jamais. Et pourtant, sur les 15 boîtes dans lesquelles j'ai mis, il y en a 3 ou 4, même et surtout dont 2, où c'est vraiment des très beaux deals avec des boîtes qui sont comme ça, où tu te dis, ouais, là, il y a un vrai coef qui est fait. Mais tu te dis, en fait, je sais pas en fait à quel moment ça peut être rendu liquide. Et ça, ce serait tellement beau. Tu iras sur Warren. Alors, peut-être pas au prix que tu veux, mais en tout cas, tu rencontreras il y aura un mec en face de toi qui te proposera quelque chose, tu vois. C'est ça. Et puis voilà, quelqu'un qui a besoin d'argent à un instant T, et ben en fait, il sait qu'il peut potentiellement peut-être revendre un appart, mais bon, du coup, il faudra attendre au moins 4-5 mois avant d'avoir l'oseille. Alors que là, c'est de l'argent qui pourrait être disponible tout de suite, en fait, quoi. Absolument. Moi, combien de fois j'ai connu des mecs qui avaient il y a des mecs qui avaient des BSPCE. Ils avaient fait x10, d'accord. Donc, s'ils exerçaient, ils touchaient des actions en 10 fois une valeur qui était 10 fois inférieure au dernier tour. Ok. Ils veulent pas exercer parce qu'ils veulent s'assurer avant de payer les actions, ils veulent s'assurer qu'ils vont pouvoir les vendre. Ils le font jamais et la boîte s'est effondrée. 0. Et du coup, t'as 0, ouais. 0. Alors que le mec, il avait fait x10. Tu vois. C'est horrible. Bah ouais, de ouf. C'est horrible. Et moi, je veux que ça s'arrête, ça. Il faut que ce soit comme pour la crypto. La crypto, tu peux acheter à un instant T, tu peux revendre à un instant X. Ça, c'est coté. Ouais, ce sera jamais comme la crypto. Alors, en effet, parce que là, comme tu dis, il y a un prix qui est coté. Mais là, en fait, ça pourrait être juste, tu fais rencontrer une offre et une demande. Et en fait, il y a une... Alors, c'est ce que je voulais faire au début. Le problème, c'est que si je m'occupe de la transaction, ça devient très compliqué. Ouais. Alors, je le ferai à un moment, mais là, c'est trop tôt pour le faire. Mais après, tu rentres dans des considérations de conseil, legal, machin, etc. Je veux pas. Et puis, tu sais, les boîtes il y en a pas 2 qui ont les mêmes clauses d'agrément, de préemption, de liquidité, etc., de KYC et tout, il n'y en a pas 2. Il y a sûrement un moyen quand même de digitaliser tout ça. Quand tu regardes qu'un PayFit, il a réussi à digitaliser la paye avec les milliers, enfin pas les milliers, mais les dizaines de conventions collectives et de machins et de trucs et de lois et de règles. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est vrai que c'est possible quand même de pouvoir peut-être digitaliser ça. Moi, je voudrais évangéliser une clause d'impact que toutes les boîtes auraient maintenant, qui soit une clause de liquidité pour, j'en sais rien, même si ça représente que 1 ou 2% du capital, ou sur cette partie du capital, les transferts soient complètement libres. Tu vois, besoin de demander l'autorisation à personne. Ouais. Mais ça, faudrait. Ça n'arrivera jamais, je pense. Si, ça se peut. Il faudrait qu'il y en ait 5 gros qui jouent. Alors, c'est comme, en fait, c'est ça que je voulais faire il y a 2 ans. Et j'ai commencé à interroger des CEO de boîtes. Et eux, ils étaient plutôt pour, tu vois, enfin, ils s'en foutaient, ils trouvaient ça marrant comme idée, mais ils m'ont dit, moi, mon board, il ne laissera jamais faire ça. Ouais. Parce que, alors qu'en Inde, l'Inde est le numéro 1, en Inde, ça marche très bien, ça, tu vois.
Les Indiens, ils savent faire ça, et les Américains, pas trop. Et les Anglais, pas trop non plus. Donc, ouais, non, je vais essayer de faire un truc là-dessus. Non, ça va être marrant, ça. On va suivre tout ça, Bertrand. Mais en tout cas, moi, je te remercie vraiment d'être venu dans le podcast depuis le temps qu'on se suivait, etc. Ça fait plaisir, en tout cas, d'avoir pu avoir l'histoire et surtout de savoir qu'est-ce qu'il en était maintenant. Très content, écoute, de voir que tu as d'autres projets. On va suivre ça. Qu'est-ce qu'on te souhaite là, pour cette année 2025? Peut-être aussi qu'on te parle un petit peu moins de CityScoot à un moment donné, ou tu es toujours quand même content d'en parler quand même Non, là, si tu veux, j'ai donné l'image récemment du mec... je suis devenu, j'espère que non, hein, mais le symbole de l'échec, parce qu'on m'a invité quand même pas mal de fois pour parler de l'échec de CityScoot. Ouais, il faut que ça s'arrête, ça, il faut que je coupe le cordon, et puis j'ai envie d'arrêter de dire du mal de mes investisseurs, donc il faut que je mette tout ça un petit peu derrière moi, et tout ce que tu peux me souhaiter, c'est beaucoup de traction sur Warren. Ok, bah écoute, longue vie à Warren. Merci beaucoup Bertrand. Je vais faire les petites mentions légales de fin de podcast. J'ai remercié évidemment Podspace qui nous reçoit dans ce super setup. Évidemment, si vous regardez sur YouTube, un like, un commentaire pour dire ce que vous avez pensé de l'épisode. Évidemment, abonnez-vous, ça nous aide énormément. Si vous écoutez en audio, un petit 5 étoiles, ça vous prend 1 seconde. Hyper important pour le référencement du podcast. Et sur ce, merci encore Bertrand. Merci Hugo. Merci à toutes et tous et à bientôt dans La Chapelle Radio. Je vous embrasse. Ciao.